Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre série SD Works consacrée à l'avenir de la rémunération. Aujourd'hui, nous allons parler de la rémunération variable, un outil qui permet de motiver les collaborateurs, d'aligner les objectifs individuels et collectifs et de favoriser la durabilité et la transparence salariale. Nous verrons également quelles sont les tendances pour les PME et les grandes entreprises et comment ces systèmes peuvent s'adapter aux besoins des nouvelles générations de travailleurs. Pour en discuter, je suis accompagné de Laura et Sabine, nos expertes chez SD Works. Alors, avant de commencer, on va démystifier ce sujet avec trois questions d'échauffement, si je peux me permettre. Premièrement, Laura, pourquoi la rémunération variable devient-elle vraiment un enjeu central au sein des entreprises ? Bonjour. Bonjour. Alors, la rémunération variable, aujourd'hui, elle peut servir pour beaucoup de choses au niveau de l'entreprise, que ce soit pour l'employeur ou pour les travailleurs. On entend souvent d'une question de motivation des travailleurs pour lesquels on va fixer un objectif et s'il est atteint, ils vont pouvoir obtenir une rémunération variable. Aujourd'hui, la tendance est également à pouvoir améliorer la performance des travailleurs qui, si on leur fixe un objectif qui est personnel ou individuel, voire même collectif, va les motiver à s'investir plus dans l'entreprise. C'est également intéressant pour l'employeur qui va lier potentiellement des objectifs intéressants pour son entreprise à ses travailleurs directement. Et enfin, dans l'air du temps, aujourd'hui, la question de la durabilité, la question de la transparence salariale, c'est également une manière d'y parvenir via la rémunération variable. Merci beaucoup, très intéressant. Sabine, est-ce que c'est un outil qui est réservé uniquement aux cadres ? Non, pas du tout. Ce qui est important à considérer, c'est de voir quel caractère est-ce qu'on veut récompenser. Est-ce qu'on veut regarder au caractère qui va être collectif ou alors au caractère individuel. Et en fonction, vous ferez votre choix, l'employeur fait son choix avec ce dont il a besoin. Donc, ce n'est pas uniquement réservé aux cadres. Merci. Donc, c'est accessible à tout le monde dans l'entreprise. Tout à fait. À différents niveaux. D'ailleurs, comment cette rémunération variable peut s'intégrer dans un package salarial global d'un employé ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de package de rémunération, ça vise plusieurs choses. Donc, à côté, évidemment, de la rémunération classique qu'on doit payer à son travailleur, le salaire mensuel brut, toutes les obligations liées au secteur, on dit généralement qu'il y a 3 manières de diversifier le package salarial. La première manière, c'est via la rémunération alternative que tout le monde connaît, que ce soit via des avantages de toute nature, des avantages collectifs comme les titres repas ou l'assurance groupe, ou que ce soit encore via tout ce qui concerne les frais forfaitaires ou des cadeaux, par exemple. Il y a un deuxième grand pilier dont on parle de plus en plus aujourd'hui aussi, qui est la rémunération flexible, et dont on parlera dans un prochain podcast, où là, c'est vraiment l'idée aussi d'offrir la possibilité à ses travailleurs de composer lui-même une partie de son package de rémunération sur base d'avantages qui existent déjà dans son package. Et il y a le dernier pilier dont on parle aujourd'hui, qui est la rémunération flexible et qui est une autre manière de diversifier la rémunération du travailleur en intégrant des bonus, des commissions, des primes sous une forme ou sous une autre. Donc, une part importante du package salarial global. Ça peut, potentiellement. Merci. Alors, effectivement, merci pour cette introduction. On a une bonne entrée en matière. Mais quand on regarde les raisons pour lesquelles on devrait mettre en place une politique, une rémunération variable, on peut penser à certains avantages ou inconvénients. Et dans le cadre des employés et des employeurs, mais quels sont les bénéfices à mettre ceci en place, Sabine ? En fait, comme le disait Laura, il y a plusieurs solutions qui peuvent exister et qui vont représenter chacune va avoir ses avantages et parfois aussi ses inconvénients. Si on compare par exemple par rapport à une rémunération classique, donc en espèces, l'avantage, on va dire pour l'employeur, c'est qu'il peut l'implémenter à tout moment. Il peut décider également à quel collaborateur il va l'accorder également. Mais par contre, en termes d'inconvénients, c'est que c'est malheureusement, ça va venir avec un coût qui est beaucoup plus élevé dans le chef de l'employeur. Je vais donner un exemple concret. Si on prend par exemple, si un employeur veut récompenser un collaborateur avec une enveloppe de 1 000 €, il va devoir éventuellement et certainement mobiliser des cotisations patronales de sécurité sociale. Donc on va, par exemple pour la commission paritaire de sang, ce sera 27%. Donc pour donner 1 000 € au collaborateur brut, l'employeur va déjà mobiliser
1270 €. Et à côté de ça, du côté de l'employé maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur ces 1 000 €, bien évidemment, on va devoir appliquer des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel. Et donc, en définitive, l'employé recevra en net dans sa poche environ 404 € en net. Et donc, il existe d'autres types de rémunération. Donc, c'est des sujets qu'on va continuer à aborder ensemble. Que le paiement cash traditionnel qu'on connaît. Que le paiement en cash traditionnel, évidemment. Et on verra que chacun a effectivement ses avantages dans le chef de l'employeur comme de l'employé et aussi ses inconvénients. Donc, avantages financiers pour les deux parties, avantages de motivation aussi. D'ailleurs, est-ce que l'on peut utiliser cette rémunération variable pour d'autres objectifs que des objectifs financiers d'une entreprise, Laura? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on connaît généralement la rémunération variable de manière classique comme étant la récompense parce qu'on a atteint soit un objectif qui est vraiment financier, lié à l'atteinte d'un chiffre d'affaires, d'un résultat d'exploitation. Mais en réalité, aujourd'hui, on peut octroyer des bonus sans l'atteinte d'objectifs, simplement pour récompenser un travailleur. Et on voit de plus en plus d'autres objectifs apparaître, comme notamment des objectifs liés à l'écologie, la réduction de l'impression papier ou la réduction des frais d'électricité, par exemple. On voit aussi souvent des objectifs de satisfaction du client et des objectifs qui sont liés à la conformité et à la qualité. Donc, effectivement, les systèmes de bonus dont on va parler aujourd'hui, dépendant duquel on va appliquer, on peut potentiellement viser des objectifs qui ne sont pas financiers, tout à fait. Donc, qui sont peut-être plus difficilement mesurables ou pas. Quand on parle de satisfaction client, c'est facile à mesurer. De chiffre d'affaires, ça c'est financier, c'est facile à mesurer. Mais aussi d'une politique plus éco-responsable dans le chef de l'employeur et qui aura du coup un impact chez les employés. D'ailleurs, ces politiques de rémunération variable, est-ce qu'elles peuvent aussi avoir un impact sur la motivation et la performance des collaborateurs au sein d'une entreprise, Sabine? Bien sûr qu'elles peuvent avoir un impact sur la motivation et la performance des collaborateurs, puisqu'on va y lier des objectifs. Si par exemple, qu'ils soient à la fois collectifs ou individuels. Si par exemple, là, on parlait d'objectifs de plus en plus écologiques, ça peut être peut-être pour motiver, parce que c'est dans l'air du temps aussi, tout un chacun est de plus en plus, se sent de plus en plus responsable du fonctionnement de la planète. On n'est pas uniquement des employés, on est aussi des acteurs, on a aussi un rôle à jouer au sein de la société. Et donc, on pourrait dire un objectif qui est non financier, qui peut être motivant, c'est par exemple la réduction de l'électricité qui va être consommée, qui peut être mesurée via le nombre de kilowattheures qui ont été faits, par exemple. Et ça peut aussi être stratégiquement motivant en termes d'objectifs, si on a des objectifs individuel. Cette fois-ci, on veut récompenser de manière individuelle et qu'on va donc inciter le collaborateur, par exemple, s'il obtient, il fait un certain chiffre d'affaires, etc., que son bonus est beaucoup plus élevé. Alors à ce moment-là, on va pouvoir peut-être le valoriser d'une autre manière avec, par exemple, un mécanisme notamment de warrant. Donc, il est tout à fait possible de faire en sorte que la rémunération variable vienne motiver le collaborateur et également venir doper les résultats qui sont obtenus par ce collaborateur. Merci Sabine, très intéressant. Et j'entends déjà quelques mots qui sont plus précis, plus techniques dans ce que tu m'as dit, notamment les warrants, etc. On a bien compris ici qu'il y a des bénéfices aussi bien pour les employés que les employeurs, mais pas que. Ça peut aussi, on peut mesurer on peut les baser sur des objectifs non financiers et on peut mesurer beaucoup de choses et avoir un impact sur la performance et la motivation des travailleurs. On a été assez global, on a parlé de rémunération variable, sans rentrer dans le détail, mais Laura, est-ce que tu peux peut-être m'expliquer d'une manière un peu plus précise quels sont les systèmes les plus utilisés en fait, au sein des PME et Sabine, toi, des grandes entreprises par la suite? Et donc c'est vrai que quand on parle de rémunération variable, on parle ici de pourquoi, etc. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi on parle communément, généralement, on entend parler de bonus, de commissions, de primes. Et je le disais, on parle beaucoup ici d'objectifs, mais pas forcément liés à l'atteinte d'un objectif. Donc, un employeur peut très bien décider à un moment X de récompenser un travailleur parce qu'il est content de lui, indépendamment du fait d'avoir fixé ou non un objectif à l'avance, et de lui payer un bonus en cash sous forme de prime, de bonus, de commission, peu importe. Et donc, ce dont on parle aujourd'hui, ou dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la manière dont on va payer cette rémunération variable. Il existe encore en Belgique, et le nouveau gouvernement l'a récemment confirmé, il existe en Belgique plusieurs mécanismes, principalement 3, qui permettent de payer de la rémunération variable de manière optimale.
voire optimiser. On entend parler des warrants et il y a également, sont fréquemment évoqués, la CCT 90, qu'on appelle également avantage non récurrent lié au résultat, et la prime bénéficiaire. Et donc, ce sont ces trois mécanismes dont on parle ici. C'est l'idée de payer cette rémunération variable sous une autre forme, optimisée, de manière fiscale ou de manière sociale, voire les deux parfois, pour optimiser d'une part dans le chef du travailleur, mais également dans le chef de l'employeur. Il y a vraiment les deux parties au contrat qui peuvent voir un bénéfice d'utiliser ces mécanismes de rémunération variable. Donc, quand tu parles d'optimisation, on parle bien du coup de diminuer cet écart qu'il y a entre le net en poche du travailleur et le coût total employeur. Pour l'employeur. Tout à fait. Merci. Sabine, dans les grandes entreprises, alors, des systèmes plus utilisés, les mêmes qu'en PME? On se distingue. Il y a une petite différence, et ça peut-être que Laura pourra revenir avec ce qui se fait donc, en PME. Au niveau des grandes entreprises, en général, c'est un mix. Il faut savoir que généralement, il n'y a pas qu'un seul système qui existe. Il y a souvent plusieurs systèmes qui vont coexister ensemble. Ceux qui rencontrent le plus grand succès restent effectivement le recours au système de warrant, et ça, on expliquera ensuite, je n'en doute pas, dans la suite de cette petite discussion, on parlera de plus en détail de ce système. Il existe aussi, effectivement, comme le disait Laura, le système du bonus salarial de la CCT 90, donc cet avantage non récurrent qui est donc lié au résultat. La prime bénéficiaire rencontre un succès qui est un peu moindre, je pense, que pour les tendances au niveau des PME. C'est la grosse différence qu'on va retrouver principalement. Donc, système mixte pour les grandes entreprises qui vont reprendre principalement le système des warrants et l'avantage non récurrent lié au résultat, alias CCT 90, et un tout petit peu moins la prime bénéficiaire. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, quand on parle de ces systèmes, est-ce qu'il y a des différences fiscales et sociales auxquelles on doit faire attention ? Complètement. Tous les trois systèmes marchent de manière complètement différente et ne visent pas tout à fait les mêmes réalités. Sans aller encore trop dans le détail, ce qui déjà distingue ces systèmes, quand on prend, il y en a deux qui vont être applicables lorsqu'on veut donner un bonus de type collectif. Il y en a un qui va se concentrer pour pouvoir donner un bonus qui est lié à une performance individuelle. Donc, rien que ça fait déjà une distinction. Et puis, on va regarder qu'en termes tout ce qui concerne les modalités, les règles à respecter, les procédures aussi à mettre en place ne vont pas être les mêmes. Elles vont être, par exemple, beaucoup plus contraignantes lorsqu'il s'agit de mettre en place la CCT 90 par rapport à une prime bénéficiaire. Tout comme il faudra également inclure un outil de type financier lorsqu'on va parler des warrants, ce qui n'est pas le cas ni pour la CCT 90 ni pour la prime bénéficiaire. Très bien, merci. Donc, j'entends bien des avantages qui sont collectifs, des avantages qui sont individuels. Lesquels conviennent le mieux pour qui ? Alors, peut-être un petit peu expliquer... Qu'est-ce que c'est chaque... De quoi on parle On va pouvoir rentrer dans le détail maintenant. Oui. Du côté des PME, c'est vrai que les trois mécanismes sont connus. Maintenant, ceux qui sont le plus utilisés, c'est effectivement la CCT 90 et la prime bénéficiaire, sachant que les warrants, généralement, l'intérêt en termes d'optimisation arrive quand on est dans des montants de bonus qui sont un petit peu plus élevés potentiellement. Donc, la CCT 90, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, OK, on va fixer un objectif collectif à atteindre sur base de résultats collectifs. Si cet objectif ou ces objectifs ont été atteints, alors les travailleurs visés par les objectifs qui ont été atteints vont recevoir un bonus. Donc, ce qui est important par rapport à ce système de bonus, c'est que c'est vraiment collectif, comme l'a dit Sabine. Et donc, il va falloir viser soit tous les travailleurs de l'entreprise, soit une catégorie bien déterminée de travailleurs, par exemple que les managers, que le personnel administratif, que les sales. Et la deuxième nuance au caractère collectif, c'est que même si on vise tous les travailleurs ou une partie des travailleurs, on va pouvoir d'une part distinguer des objectifs différents par catégorie de travailleurs et on va pouvoir également attribuer des montants de bonus différents par catégorie de travailleurs. Mais il faut toujours utiliser des critères objectifs pour déterminer si j'applique des objectifs différents pour telle ou telle catégorie de travailleurs et si j'octroie des montants de bonus qui sont différents pour telle ou telle catégorie de travailleurs. En PME, par exemple, pour la CCT 90, 70% des entreprises utilisent comme objectif un objectif qui est financier. L'atteinte d'un chiffre d'affaires, l'atteinte d'un EBITDA, d'une marge d'exploitation, de réduction de coûts, par exemple. Et si l'objectif est atteint, alors les travailleurs concernés ont un bonus. Pour ce mécanisme de la CCT 90, quel est l'avantage ? C'est que en termes fiscal, il n'y a pas de précompte professionnel.
Donc, l'employeur peut payer un montant maximum de 4 255 € par an et par travailleur, brut. Sur ce montant, l'employeur va devoir payer 33% fixe de cotisation NSS. Et au niveau fiscal, il peut le déduire comme charge. Et du côté du travailleur, sur ce montant de 4 255 €, et là c'est très intéressant, c'est qu'il ne va payer uniquement que des cotisations sociales au NSS de 13,07%, donc comme du salaire classique, et il ne paye aucun précompte professionnel. Donc pour vous donner un exemple, si vous octroyez le montant maximum, puisque c'est vraiment un montant maximum de 4 255 € brut à votre travailleur, parce que vous avez atteint votre objectif à la fin de l'année ou à la fin de la période que vous avez fixée, eh bien, le travailleur en net peut en avoir jusqu'à 3 701 €. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la CCT 90, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui en Belgique de mécanisme qui permet d'optimiser autant un montant en termes de rémunération variable. Meilleure solution pour optimiser. Voilà, dépendant de nouveau, voilà, collectivement. Donc, ça, c'est pour la CCT 90. Et avant que Sabine explique les warrants, donc j'explique rapidement la prime bénéficiaire. Là, l'idée, et avant de parler des procédures, évidemment, qui sont différentes à respecter, comme l'a justement expliqué Sabine, la prime bénéficiaire est différente en ce sens que donc, ça reste un bonus qui est collectif, mais là, qui doit vraiment être attribué à tous les travailleurs. Pas de possibilité de faire des catégories où on exclut des travailleurs. On va simplement pouvoir différencier les montants potentiellement. Et l'idée est un petit peu différente et plus souple que la CCT 90, dans le sens où le seul objectif qui doit être réalisé, c'est il y a eu des bénéfices, comme son nom l'indique. Prime bénéficiaire, on est à la fin de l'année comptable, on est à la fin de l'année calendrier. Mon entreprise a fait des bénéfices, j'ai envie d'octroyer une partie des bénéfices à mes travailleurs et je vais le faire sous forme de prime bénéficiaire. Quel est l'intérêt, de nouveau au niveau fiscal ou social? C'est que sur cette prime bénéficiaire, il y a un précompte professionnel qui est fixe de 7%. Le travailleur paye des cotisations ONSS et l'employeur, il peut également déduire ce montant comme charge professionnelle. Donc, c'est évidemment beaucoup plus intéressant qu'un bonus classique où il va rester peut-être 30-35%. Ici, on va vraiment limiter le précompte à 7%. Et donc, c'est beaucoup plus souple dans la mesure où on ne doit pas anticiper, préparer un plan bonus, réfléchir à l'avance à des objectifs. On voit la fin de l'année, on a envie de répartir des bénéfices, on l'octroie sous forme de prime bénéficiaire. Et il faut savoir qu'en termes de plafond par rapport à ce bonus, pour en terminer, c'est 30% de la masse salariale. Donc, vous pouvez, si vous avez une masse salariale de 100 000 €, votre coût de votre personnel est de 100 000 €, ben vous pouvez octroyer maximum 30% de 100 000 € à titre de prime bénéficiaire, tout travailleur confondu. Et qui en bénéficie ? C'est un avantage collectif aussi, ou on peut le cibler sur certains travailleurs? Non, donc comme je viens de le dire, la prime bénéficiaire, c'est vraiment une prime collective qui doit être attribuée à tous les travailleurs. Donc, si je décide d'octroyer une prime bénéficiaire et que j'ai 10 travailleurs, je dois l'octroyer à mes 10 travailleurs. La seule chose que je peux faire, c'est ce qu'on appelle des primes catégorisées, où je vais, sur base de nouveau d'un critère qui est objectif, et la loi reprend une dizaine de critères, comme l'ancienneté, la catégorie de fonction, etc., décider de modaliser le montant du bonus. Et je peux le faire dans un rapport maximal de 1 à 10. Donc, si j'octroie 10 € à la catégorie, par exemple, directeur, je suis obligé d'octroyer 1 € au minimum à la catégorie qui aura le moins. Donc, voilà, on peut modaliser, mais on doit l'octroyer à tout le monde. Tout comme la CCT 90, on peut créer des groupes et tout le monde ne doit pas recevoir le même montant au final. Oui. Mais la différence avec la CCT 90, c'est que les employeurs peuvent, par exemple, dire « je ne vais mettre en place une CCT 90 que pour mes managers. Et je ne vais pas viser mon personnel administratif, mon personnel juridique, etc. » Selon des objectifs qui sont cohérents et faciles à expliquer. Tout à fait. Ça. Concernant les warrants, Sabine ? Oui, Qu'est-ce qu'un warrant ? Qu'est-ce qu'un warrant ? Avant d'en arriver au warrant, on va reprendre le caractère, on va rester sur le caractère collectif ou individuel. Oui. Et donc ici, pour le coup, on va tomber sous l'angle de l'individualité. Donc ça va permettre de récompenser les collaborateurs. Si tout à l'heure, en introduction, Georges, tu me demandais, est-ce que c'est uniquement pour les cadres ? Eh bien, ici, les warrants, typiquement, ça peut s'appliquer uniquement pour les cadres. Contrairement à la prime bénéficiaire, comme vient de l'expliquer Laura, ou à la CCT 90, on n'a pris qu'une catégorie aussi en particulier. Mais pour en revenir au warrant, qu'est-ce qu'un warrant ? En fait, c'est via le truchement d'un organisme financier. Donc, l'employeur va accorder le droit d'acheter des actions ou alors un panier d'actions à un prix qui va être prédéterminé et pendant un délai qui est prédéfini. Donc, en clair, une fois que l'employé a la possibilité donc, d'acheter ses actions, il va devoir aller accepter
ces actions. Une fois qu'il les a acceptées, il va pouvoir les vendre. Et quand il les vend, donc ça veut dire qu'il va exercer son droit, il peut les vendre d'ores et déjà dans un délai de 24 heures. Et à partir de là, il pourra recevoir le résultat de sa vente en fonction d'un délai qui est prescrit. Ce qui est important à dire par rapport au mécanisme de CCT 90 et de la prime bénéficiaire, indépendamment de l'aspect individuel, le traitement fiscal va être aussi un peu différent, et fiscal et social va se différencier. Les warrants, le système des warrants va être soumis effectivement à l'ONSS, mais par contre, il va être exempté, il va être soumis au précompte professionnel, je reprends, puisque je me suis emmêlée. Quand on regarde le système des warrants, ce qui va être important en termes de traitement fiscal et de sécurité sociale, c'est que les warrants sont soumis au précompte professionnel, mais ils sont complètement exonérés d'ONSS. Donc à partir de là, ça reste avantageux pour le collaborateur également, qui va percevoir un aide qui est un peu plus important que par rapport à une situation où il aurait perçu du cash. Si on donne un exemple concret, si on reprend, à moins que Laura, tu veuilles intervenir juste après. Pas de souci, oui. Si on donne un exemple concret, si j'ai une prime brute de 1 000 euros que je donne à mon collaborateur, le collaborateur va obtenir 404 euros net dans sa poche. Et avec un système, la mise en place des warrants, puisque ce sera exempté de cotisation de sécurité sociale, le collaborateur va faire une optimisation de plus ou moins 35%. Donc, il percevra 505 euros net dans sa poche par rapport à la situation où il aurait perçu cet argent en cash. Très clair. Merci Sabine. Laura, tu voulais rajouter un point? Mais peut-être pour compléter, c'est vrai qu'en tout cas, dans le segment PME, des petites et moyennes entreprises, parfois le mécanisme des warrants est perçu comme un mécanisme qui est complexe, qui n'est pas fait pour les petites PME, mais c'est vraiment l'idée ici d'utiliser un outil financier qui est tout à fait autorisé au niveau juridique dans le but d'optimiser un bonus. Et on le fait également de plus en plus pour les primes de fin d'année aussi, quand le secteur l'autorise. C'est l'idée de dire qu'on va faire une construction financière qui est tout à fait légale et autorisée, dans une procédure qui est relativement courte et facile, où on va finalement mettre à disposition le montant du bonus ou de la prime de fin d'année du travailleur sous forme de warrant, qu'il va directement revendre dans le seul but d'optimiser le montant de son bonus ou de sa prime de fin d'année. Et donc, ce que je voulais également rajouter, c'est que le but pour les travailleurs n'est pas de jouer en bourse, de laisser son argent. C'est vraiment l'idée d'une construction financière pour optimiser un montant de bonus, un montant... construction financière qui suit les cadres législatifs et qui est donc tout à fait autorisée et bien réglementée. Merci beaucoup toutes les deux. Je comprends donc que nous avons affaire ici à différents types de rémunération variable, certaines collectives où l'on peut créer des groupes de manière tout à fait cohérente et d'autres plus individuelles. Si on s'intéresse à nos entreprises en Belgique, aux PME et aux grandes entreprises, est-ce qu'on observe des différences dans l'adoption de ces mécanismes? Laura, par exemple, au niveau des PME? Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas des PME, les deux mécanismes qui sont les plus souvent utilisés, c'est vraiment la CCT 90 dans un premier temps et ensuite la prime bénéficiaire, sachant que les warrants sont vraiment utilisés de manière beaucoup plus individuelle. Dernière petite précision par rapport à ça, c'est vrai que pour les petites et les moyennes entreprises, si on veut récompenser un travailleur individuellement en lui payant son bonus sous forme de warrant, ça ne doit pas être nécessairement lié à l'atteinte d'un objectif. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dans les PME, on n'a pas toujours des politiques de rémunération variable très développées avec des objectifs précis, individuels à atteindre. Et donc, c'est tout à fait possible d'octroyer un bonus sous forme de warrant sans avoir prédéfini des objectifs. Et un deuxième élément important aussi dans le cadre des PME, c'est que ces mécanismes sont des mécanismes, d'une part, qui peuvent tout à fait se combiner. Donc, c'est tout à fait possible de dire je vais, pour une partie des bonus, octroyer via la CCT 90, une autre partie via la prime bénéficiaire et enfin, une dernière partie sous forme de warrant. Et d'autre part, c'est également intéressant dans le sens où ça ne va jamais créer il n'y a jamais de récurrence obligatoire. C'est-à-dire, en tant qu'employeur, si j'ai utilisé le mécanisme de la CCT 90, de la prime bénéficiaire ou des warrants cette année, je ne suis absolument pas obligée de le reproposer l'année suivante. C'est tout à fait différent si contractuellement, évidemment, on a prévu d'octroyer à son travailleur 10 000 euros de bonus chaque année. Bon, évidemment, ça, il faut continuer à lui attribuer s'il y a des conditions à respecter et qu'elles ont été respectées. Mais
la modalité via la CCT90, etc., ne sont pas forcément des droits acquis. Merci, très intéressant. Donc j'entends aussi un mot que tu as dit, un travailleur peut bénéficier en fait des 3 systèmes si l'entreprise les met en place. Tout à fait. Ce sont des systèmes qui sont cumulables. Attention, comme on l'a dit tout à l'heure, ça reste l'un avec des objectifs collectifs sur base de résultats collectifs, l'autre si un des bénéfices ont été faits dans l'entreprise et les warrants si l'employeur le propose. Mais évidemment, c'est l'employeur qui reste à la manœuvre et qui va décider oui ou non de mettre en place ces mécanismes. Dans sa politique salariale. Tout à fait. Sabine, du côté des grandes entreprises, vois-tu des différences d'adoption dans ces mécanismes ? Oui, comme on l'avait déjà aussi évoqué tout à l'heure, effectivement, la prime bénéficiaire est un petit peu moins plébiscitée que dans les PME, et on va retrouver à nouveau aussi dans les grandes entreprises une tendance à faire un mix où plusieurs systèmes vont coexister, puisque on le rappelle, dans tout ce qui concerne le bonus salarial CCT90, il y a des plafonds au-dessus desquels il n'y a plus d'exonération, donc ils vont être imposés à la fois socialement et fiscalement, et donc c'est intéressant de pouvoir trouver d'autres alternatives pour pouvoir optimiser, ici à nouveau on parle toujours d'optimisation, les montants qui sont donc reversés aux collaborateurs. Donc plutôt une mixité des systèmes et une cohabitation. Et si je peux me permettre, pour aller plus loin aussi, ce qui est possible, c'est que dans les grandes entreprises, tout ça va être facilité, notamment avec la digitalisation. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir donc aider à pouvoir gérer, puisqu'il y a énormément de collaborateurs. On parle d'entreprises qui comptent à partir en tout cas de 300 collaborateurs environ et plus. Et bien à partir de là, effectivement, dès que c'est digitalisé, on peut faire un suivi au niveau des process et respecter toutes les demandes, qu'elles soient à la fois réglementaires, qu'elles soient légales et qu'elles soient aussi fiscales, évidemment. Et aussi charge de travail, j'imagine, du coup, reste sous contrôle parce qu'on a des processus qui sont plus optimisés. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on le voit maintenant, il y a aussi un sujet qui est tendance, c'est l'intelligence artificielle, mais bien, on n'a pas attendu ça pour pouvoir proposer des solutions aux entreprises, évidemment, qui vont permettre effectivement de diminuer la charge de travail qui est supportée par le département RH, qui permet aussi d'automatiser plus de processus, et ça va amener aussi des éléments très positifs, à côté de dégager du temps pour que les RH puissent se concentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée. Ça amène aussi beaucoup plus de transparence dans le chef de l'employeur, mais aussi du collaborateur, puisqu'il a une vue sur tout le système et il peut mieux comprendre, et ça lui permet de mieux adopter aussi les mécanismes, que ce soit pour le bonus, peu importe la forme sous laquelle il est versé. Et ça permet aussi, évidemment, de faire une maîtrise du coût. Au niveau budgétaire aussi, le fait de pouvoir avoir la digitalisation va amener cet élément-là. Un grand merci. Alors, c'est fantastique. Ces mécanismes permettent donc de diminuer l'écart en fait, entre le net, comme on l'a dit, et le brut, le coût total employeur. La digitalisation aide à maîtriser la charge de travail, à rendre ça plus transparent et aller plus vite. Mais Laura, peut-être que tu peux un peu m'aider sur ce point-là. Pourquoi, dans ce cas-là, tant de sociétés restent encore attachées aux anciens systèmes de paiement qui sont le bonus en cash tout standard et non optimisé ? Alors, je dirais qu'il y a potentiellement plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. D'une part, la méconnaissance des systèmes. En tout cas, dans le secteur des PME, ce sont des mécanismes qui ne sont pas toujours forcément connus. Du chef d'entreprise qui est au four et au moulin, qui a pas mal de choses à gérer. Manque de temps. Donc, voilà, donc effectivement, on n'a pas toujours connaissance de ces systèmes. Je pense qu'un deuxième élément qui est très important, en tout cas pour les PME, c'est l'impression de la difficulté liée à ces mécanismes. Alors, j'entendais tout à l'heure des inconvénients. En réalité, de le pratiquer régulièrement, je trouve que ça reste des mécanismes qui sont relativement simples à mettre en place. Alors, certes, pour la CCT90, on doit réfléchir de manière anticipée à des objectifs. On doit déposer un plan à l'administration de manière digitale. On doit s'assurer qu'on est dans les cadres au niveau juridique. Mais ce n'est pas une procédure qui est longue, qui est complexe. Il y a une approbation de la part de l'administration, mais ce n'est pas complexe. La prime bénéficiaire, c'est encore plus simple, puisque si on octroie le même montant à tout le monde, on va se contenter de faire un procès-verbal d'assemblée générale qui reprend toute une série de mentions obligatoires. Donc, pour moi, un deuxième élément qui, outre celui lié au fait de l'éventuelle méconnaissance, c'est vraiment cette impression de complexité, de difficulté administrative, mais qui n'existe pas et qui va encore être facilitée par cette fameuse digitalisation de la procédure administrative, de dépôt des plans, etc. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment des éléments qui sont liés.
temps et connaissance donc des systèmes. Merci beaucoup. En venant là-dedans et en allant peut-être un peu plus dans le détail pratique, on a vu les mécanismes, on entend que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, mais il y a certainement des pièges à éviter, des bonnes pratiques à suivre pour pouvoir mettre ça en place si on est convaincu. Peut-être peux-tu nous parler de ton expérience? Quels sont les pièges les plus fréquents en fait, qu'on peut facilement éviter quand on met une telle politique de rémunération variable en place? Oui. Alors souvent en PME, on propose un petit raisonnement par étape de dire, OK, dans un premier temps, quand on parle de rémunération variable, est-ce que je veux octroyer un bonus, comme on l'a dit à plusieurs reprises, à tous mes travailleurs ou à certains de mes travailleurs? Une fois que j'ai répondu à cette question, deuxième étape, est-ce que je veux l'attribuer? Quel est le montant de bonus que je veux attribuer? Est-ce que je veux octroyer un montant qui est identique pour tout le monde, qui est différent? Est-ce que je veux dépasser un certain plafond? Troisième question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que je veux mettre en place un bonus qui est lié à l'atteinte d'un objectif ou pas forcément lié à l'atteinte d'un objectif? Et sur base de la réponse à ces questions, je vais pouvoir finalement m'aider pour déterminer quels sont les systèmes de bonus qui sont les plus adaptés à mon entreprise. Donc ça, c'est une première manière d'éviter justement d'appliquer des systèmes de bonus qui ne sont pas forcément adaptés à notre entreprise en suivant ce schéma de raisonnement. Et qui pourrait être plus destructeur que créateur de valeur ajoutée. Peut-être 2 éléments à rajouter. Deuxièmement, c'est que souvent, la première année ou la première fois qu'on le fait, on se fait accompagner comme ça. On voit comment ça fonctionne, on a les trucs et astuces. Et puis après, si chaque année, on refait des bonus similaires, on est rodé pour le faire soi-même. Et dernier élément, c'est que comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une année qu'on est obligé de le faire chaque année. Donc si on voit après coup que c'est un mécanisme qui n'a pas pris, les travailleurs n'ont pas été motivés par ce système de bonus, ça n'a pas fonctionné, on n'est pas obligé de le remettre en œuvre l'année d'après. Le point que tu cites là est très intéressant. Tu dis si les collaborateurs n'y ont pas adhéré. Alors, Sabine, là-dessus, à quel moment doit-on impliquer les collaborateurs et comment les aider à bien comprendre les nouvelles règles en vigueur quand on introduit une telle rémunération variable? À quel moment est-ce qu'on doit impliquer les collaborateurs? Déjà, quand on a des représentants du personnel, il faut le faire donc en amont, avant de préférence le lancement de plans, parce que parfois, de toute façon, leur accord et leur information est requise. Donc, au plus tôt, les partenaires sociaux, je dirais, sont inclus dans la discussion et dans la suite de déroulement et dans la phase de décision, au plus il y aura d'adhésion favorable à ces nouveaux systèmes de rémunération. Et ça permet aussi de venir neutraliser l'aversion. On a tous une aversion au changement, parfois au risque et voire au changement. Donc, le fait d'impliquer les collaborateurs le plus tôt possible, en tout cas les représentants du personnel, le plus tôt possible dans le processus, va pouvoir aussi, ils deviendront des ambassadeurs de ce changement, et ça permettra alors une adoption qui sera beaucoup plus positive et favorable de la part des collaborateurs. Enfin, pour les collaborateurs en eux-mêmes, ce qui est intéressant, ce qui est très très important, c'est de bien communiquer à partir du moment où le plan va être déployé. Donc avant, on avait avec les partenaires sociaux, au moment du déploiement du plan avec les collaborateurs, faire des séances d'information, comme on appelle ça, ou des sessions d'information, pour vraiment leur expliquer qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les modalités, comment est-ce que ça va fonctionner, quel est l'impact également, pour qu'ils puissent bien comprendre les tenants et les aboutissants du système qui est mis en place. Merci. Tu as un point à ajouter, Laura, ou tu es d'accord au niveau des PME? On est sur le même principe, il faut intégrer les collaborateurs le plus tôt possible? Je confirme effectivement. Je pense que comme dans tout processus RH, qu'on soit une toute petite PME de 5 travailleurs ou une grande multinationale de 1000 travailleurs, la communication envers les travailleurs, c'est vraiment un point qui est tout aussi central que le point juridique, que la conformité. C'est vraiment, on en parlait dans un précédent. Adhérer les travailleurs, les impliquer. Donc, effectivement. On en parlait dans un précédent podcast. La transparence est très importante, effectivement. On a parlé de ce qui est l'état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce qui est utilisé dans les entreprises, mais est-ce que vous voyez des différentes tendances qui pourraient arriver sur le marché belge en termes de rémunération variable? Est-ce qu'on va rester sur les mêmes principes? Est-ce que vous pensez voir certains outils se développer plus que d'autres, Laura?
Ou On l'a Sabine? vu, le gouvernement envisage de prendre toute une série de mesures sociales. Et donc, c'est vrai que le gouvernement a notamment confirmé que les mécanismes de rémunération variable allaient être maintenus. Que ce soit les warrants, les sociétés 90 ou la prime bénéficiaire. Et ils ont évoqué une simplification administrative de ces procédures, notamment, on imagine, via la digitalisation. Donc, c'est un premier élément qui laisse penser, évidemment, que ces mécanismes vont continuer, voire augmenter en termes de succès, puisque c'est quelque chose que le gouvernement a décidé de maintenir. Ça, c'est un premier élément. Et SD Works a récemment fait une enquête auprès des PME en leur posant la question de savoir, finalement, quels sont les avantages que vous avez envie de mettre en place pour 2026. Et en termes de rémunération variable, il y a environ 15% des PME qui ont parlé de la CCT 90 et 15% des PME de la prime bénéficiaire. Et il y a quand même encore 31% des PME qui parlent d'octroyer un bonus classique en cash. D'accord. Donc, voilà, c'est un petit Il y a peu encore du juste une travail. enquête qui a été réalisée ici tout récemment, au début de l'année 2026, sur les tendances un petit peu au niveau des bonus et de ce qu'ils envisageaient de faire. Merci beaucoup. Sabine, comment est-ce que l'on peut, du coup, dans une grande entreprise, préparer toute cette politique de rémunération variable pour avoir l'adhésion des jeunes générations? Eh bien, je dirais que l'important, c'est déjà d'avoir conscience qu'il y a 4 générations qui se côtoient aujourd'hui au travail. Là, c'est vrai qu'on va s'attarder sur les jeunes, mais voilà, il y en a aussi d'autres. Et je dirais les consulter pour s'assurer que le système qu'on va mettre en place va correspondre à leurs besoins. On est aussi dans des tendances, là, on va le voir, le package salarial va s'individualiser. Ça, vous en reparlerez sans doute aussi dans un autre podcast. Mais il va être très, très important de pouvoir consulter et s'assurer que le mécanisme, le système qu'on a envie de mettre en place est effectivement plébiscité par le public cible que l'on vise. Donc, la consultation va être importante. Encore une fois, communication, transparence sont extrêmement importants. Peut-être toutes les deux, pour terminer en conclusion, en une phrase, quel conseil donner aux entreprises pour rester compétitifs? Ou en plus qu'une phrase, s'il y en a plusieurs. Mais... Non, je pense que si je devais résumer en un mot, c'est parce qu'on a parlé de package salarial finalement aujourd'hui, et c'est vrai que comme tu viens de le dire très justement, quand on parle de politique RH, il n'y a pas que le salaire, mais si on doit parler de salaire aujourd'hui, je pense que vraiment une des clés, c'est de diversifier. La diversification pour toi, Laura? Exactement. Et pour toi, Sabine? Et moi, je dirais, faites appel à la digitalisation. Diversification, digitalisation. Moi, je rajouterais les mots qu'on a dit avant, transparence et communication avec. Un grand merci à toutes les deux. Merci. En conclusion, je dirais que la rémunération variable, c'est un outil stratégique pour les entreprises pour fidéliser, aligner les collaborateurs sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ça va contribuer à la transparence, à la durabilité et à l'attractivité dans le temps d'une entreprise. Bien pensée, bien communiquée, elle peut devenir un réel avantage compétitif sur le marché de l'emploi. Je vous remercie pour ces partages d'informations, Laura, Sabine. Pour approfondir le sujet encore plus, un e-book est disponible sur le site de SD Works que vous pourrez consulter. Le lien sera mis dans les commentaires de la vidéo. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la rémunération flexible et de comment adapter ce package salarial aux besoins individuels des collaborateurs. Merci à toutes et à tous.